Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Bonjour cher Aljosha Waldazowski, on est très heureux de vous accueillir en ce vendredi matin sur Radio J. Vous êtes d'ailleurs déjà un familier de nos studios, vous êtes venu à de nombreuses reprises pour commenter des essais sur divers sujets. Vous êtes professeur des universités, vous êtes philosophe et vous êtes aussi un des spécialistes français de Jean-Paul Sartre. Cela tombe bien car vous avez décidé à l'approche du 120e anniversaire de sa naissance, conjointe d'ailleurs avec celle de Raymond Aron, de lui consacrer un essai, un vibrant essai de réhabilitation. Alors, il est titré très simplement, il faut être simple dans les titres, Réhabilitons Sartre, aux éditions Frémaux et Associés, avec un sous-titre, on le commentera, Biographie critique et contextuelle d'un penseur du XXe siècle. Alors, vous le savez mieux que quiconque, vous connaissez son œuvre par cœur, depuis son grand œuvre sur Flaubert jusqu'à L'aile traîne néant, en passant par ses textes politiques de circonstance. Le moins qu'on puisse dire est que dans notre actualité contemporaine, disons, le nom de Sartre est débattu, le nom de Sartre est discuté, le nom de Sartre est disputé, voire controversé. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça, en introduction générique, pour sa défense globale pour nos contemporains, cher Aljosha Waldazowski? Merci Alexis de votre invitation. En tout cas, deux choses simplement rapides. Oui, effectivement, rappelons la génération de Sartre. Ça, c'est très important. La même que Raymond Aron, la même aussi qu'Emmanuel Lévinas. Oui, né également en 1905. Bien sûr. C'est un point très important. C'est-à-dire, il faut reprendre le titre de Bernard-Henri Lévy, c'est le siècle Sartre. Le XXe siècle, c'est une traversée à travers Sartre, en compagnie de Sartre. La réponse que je peux faire à votre question, Sartre est très débattu, discuté, voire même haï ou rejeté. Mais c'est pas un problème. Ce qui est très intéressant avec Sartre, c'est qu'il est en évolution permanente. Alors la seule question, c'est, lorsqu'on le critique, de quel Sartre parle-t-on? Alors, vous le dites, il est en évolution permanente, Aljosha Waldazowski. Vous êtes un de ses spécialistes, à la fois dans le champ universitaire, mais aussi dans le débat public français, depuis longtemps d'ailleurs. C'est une passion que vous avez depuis longtemps, presque aussi grande que celle que j'ai moi pour Raymond Aron, mais tout à fait. Voilà, j'ai écrit moins de livres que vous sur Sartre, voilà. Et c'est vrai que c'est un génie protéiforme, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout. Il s'intéresse au jazz, il s'intéresse aux musiques de son temps, il s'intéresse évidemment énormément à la littérature. On pense notamment à son Flaubert qu'on a en partage, qu'on a en commun. Oui, un long travail, très long. Psychobiographique, et avec une grille de psychanalyse existentielle, mais c'est aussi un philosophe, un théoricien, on va dire, qui se situe dans le sillage de Husserl et de Heidegger. Oui, c'est un polygraphe. En fait, Sartre a plusieurs vies, et même dans une même journée, il y a plusieurs Sartre. Le matin, il peut consacrer des heures à se concentrer à la grande littérature qu'il aime, parce que son objectif c'était de devenir Stendhal. Il a dit je veux être Stendhal et Spinoza. Stendhal ou rien. Voilà. Et très belle référence. Donc c'est-à-dire il est plongé dans la grande littérature, il est plongé dans la réflexion. Ensuite il va manifester, signer des pétitions, s'engager. Le soir il retrouve sa fille Arlette Elkheim-Sartre pour jouer du piano en famille. Il a évidemment des repas réguliers avec Simone de Beauvoir. Donc c'est un homme qui a multicasquette, a multifacette. Alors je veux bien et j'adore discuter d'ailleurs avec vous, avec d'autres de la critique qu'on peut faire à Sartre. Il le faut. D'ailleurs, Sartre disait toujours, il faut d'abord critiquer soi-même. Donc c'est le premier à se critiquer. Il l'a fait d'ailleurs avec Béni Lévy, notamment. On va y venir. Voilà. Donc toute sa vie, la trajectoire de Sartre, c'est-à-dire, on le catalogue trop vite comme un révolutionnaire, anarchiste, provocateur. Non, il est révolutionnaire envers lui-même. Il n'appartient à aucun système, à aucune idéologie toute faite. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites ce matin sur Radio J, Aljosha Waldazowski. On commente à sauce et à gambade. Vous êtes philosophe, le livre que vous consacrez à réhabiliter Sartre. Vous prenez un peu d'avance, c'est-à-dire sur l'anniversaire. Vous vous êtes dit, allez, jetons un pavé dans la mare. Et comme ça, je préempte le sujet. Biographie critique et contextuelle d'un penseur du XXe siècle aux excellentes éditions Frémaux et Associés. Alors, faut le dire, c'est un essai très accessible, érudit, mais très accessible. C'est-à-dire que des gens qui n'auraient pas de fréquentation de l'œuvre de Sartre peuvent s'y retrouver. Voilà. Tout à fait. Y compris ceux qui ne l'aiment pas. Et d'ailleurs, vous allez essayer de déconstruire un certain nombre d'idées toutes faites. Alors, néanmoins, vous y faites allusion, vous le savez très bien, mieux que quiconque. Jean-Paul Sartre s'associe aujourd'hui, en dépit de travaux comme celui de Bernard-Henri Lévy. Le siècle de Sartre, magnifique ouvrage, magnifique livre. Mais quand même, vous le savez, Aljosha, s'associe au nom de Sartre l'idée d'un engagement
dogmatique. Alors, c'est peut-être va-t-on trop loin, mais en tout cas, je vais vous citer Raymond Aron. Raymond Aron dans Le Spectateur engagé, qui sont, j'allais dire, ses deuxièmes mémoires. Hein. Il a fait deux tomes de mémoires, en dialogue donc avec Jean-Louis Messica et Dominique Volton, qui sont de jeunes intellectuels qui viennent le visiter. C'est une tradition d'ailleurs qui n'a pas cessé, la visite à l'aîné. Au grand disons, penseur, voilà, qui nous montre le chemin. Nous le faisons nous aussi dans nos dimanches perdus. Alors, et donc il dit, Aron, il l'a très bien connu, ils n'ont jamais coupé le contact en dépit de leurs différences très importantes pendant la guerre froide sur l'Union soviétique, mais quand même il se souvient de ce moment-là, ce moment très tendu de l'interprétation par les intellectuels du phénomène soviétique et plus largement ce qu'on appelle le phénomène totalitaire. Et Aron dit, c'est ce que je pensais de l'Union soviétique qui était intolérable pour Sartre. Je la pensais, l'Union soviétique, avec les camps de concentration, je la pensais avec le despotisme, avec la volonté expansionniste. Est-ce que ça, effectivement, aujourd'hui, même si on le réhabilite avec brio comme vous le faites, Alyosha, c'est pas l'angle mort absolu de la pensée sartréenne? Écoutez, pas du tout. Il y a un très grand texte de Sartre. C'est un scoop. C'est un scoop alors. Il faut le lire. Le titre est précis. Les fantômes de Staline. Écoutez bien, chers auditeurs de Radio J, nous avons un scoop ce matin avec Alyosha Walzowski, notre invité philosophe réhabilitant Sartre. Écoutez bien. Alors, ce scoop est très simple. Il suffit de lire les textes qui sont, à mon avis, trop peu lus et oubliés, qui s'appellent Les Situations. C'est une série de 10 volumes où Sartre fait des interventions précises et engagées sur des sujets très divers. D'ailleurs, il célébrera aussi la création de l'État hébreu d'Israël. Il va évidemment soutenir tous ces aspects-là. Mais il fait un texte qui s'appelle Les fantômes de Staline pour dire non au totalitarisme, pour condamner le communisme, pour condamner la répression. Qu'est-ce qu'a fait Sartre? Il a fait une alliance avec le PCF entre 52 et 56. C'est dans l'histoire des idées, ça. C'est ce que dit aussi Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs. Et donc, ce moment-là, c'est un moment précis d'alliance avec le camp adverse de l'impérialisme américain que Sartre dénonçait. Il adore la culture américaine, mais il déteste l'impérialisme américain. Il fait donc une alliance qui durera 4 ans et qui va ensuite s'arrêter. Sartre est toujours en recherche de positionnements divers dans l'échiquier politique, et donc il n'a pas de carte au Parti communiste, ce n'est pas un allié des communistes. Alors c'est passionnant ce que vous nous dites ce matin, Alyosha Walzowski, vous êtes universitaire, philosophe, spécialiste de la pensée de Jean-Paul Sartre, mais aussi de sa biographie. Vous nous rappelez cela à la page 99 de votre essai, formidable essai, Réhabilitons Sartre, même si on n'est pas d'accord avec vous, ça n'a pas d'importance. C'est le débat d'idées. C'est le débat. Vous écrivez, Alyosha, le parcours de Sartre est celui d'un individualiste libertaire et anarchiste qui va s'intéresser aux autres. L'enfermement au stalag constitue donc pour lui une conversion, le passage à l'engagement collectif et au désir révolutionnaire. Et vous le citez, la guerre donc de 39-45 a vraiment divisé ma vie en deux, et Sartre ajoute, c'est là que je suis passé de l'individualisme pur d'avant la guerre au social, au socialisme. C'est ça, le vrai tournant de ma vie, avant, après. Donc c'était un socialiste libertaire, au fond, dans la grande tradition française? Oui, c'est ça, et absolument. Et avec ce souci de l'individu, d'abord. N'oublions pas que l'existentialisme, c'est le souci de l'individu, de la singularité de chacune et de chacun, dans une société qui est justement traversée d'idéologies, de systèmes. Sartre a toujours été méfiant vis-à-vis justement des grands mouvements collectifs au départ de sa pensée. Et il faut pas oublier que d'abord Sartre est un écrivain qui pense à travers des personnages, des singularités de l'être. C'est quelqu'un qui a étudié la phénoménologie, l'existentialisme en est issu, et donc c'est très important d'avoir cette perception-là. On ne peut comprendre le deuxième ou troisième Sartre, pour reprendre justement la tripartition que propose Bernard-Henri Lévy en parlant du troisième Sartre, c'est-à-dire le retour à Lévinas avec Béni Lévy. On va y venir. Mais n'anticipez pas. Je n'anticipe pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut penser le deuxième Sartre, c'est-à-dire le Sartre au service de mouvements collectifs, de projets communs, que si on inscrit ça d'abord dans son premier geste philosophique, la rupture avec la société. C'est un individualiste, Sartre. Alors nous sommes avec le très brillant Alyosha Walzowski, philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur la pensée contemporaine, et là il nous revient avec un petit Sartre, mais qui est vraiment passionnant, Réhabilitation Sartre aux éditions Frémaux et Associés. Je termine sur l'esprit de procès. Je ne suis pas sûr, à titre personnel d'ailleurs, de le partager à 100%, mais je m'en fais l'écho, c'est normal. Vous avez raison, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ceux qui aujourd'hui attaquent bille en tête l'engagement sartrien, au-delà du fait qu'ils n'ont pas forcément tort sur la guerre froide proprement dite, mais aujourd'hui s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent,
jeter le bébé Sartre avec l'eau du bain de la gauche totalitaire. Mais écoutez, la gauche totalitaire, c'est une chose. Sartre et sa série de mouvements, d'engagements ponctuels et limités à certains moments, c'est un mouvement, en fait. Il faut comprendre Sartre comme quelqu'un qui essaie toujours de s'arracher, en fait, à la chape de plomb d'une époque. Oui. Donc, pour s'arracher, il faut prendre forcément parfois des chemins qui traversent la radicalité, qui viennent de l'extérieur. Donc, Sartre, c'est quelqu'un qui pense contre son temps, contre sa société. Contre lui-même. Mais, oui, bien sûr, contre lui-même et contre un certain endormissement de la société. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, Sartre peut nous réveiller, au contraire. Alors, Alyosha, il faut écouter Sartre parce qu'il peut nous réveiller. Alyosha, vous êtes très convaincant. Réhabilitons Sartre, donc c'est votre nouvel essai événement aux éditions Frémaux et Associés. Il m'a fait penser, moi aussi, parce que je lis Sartre moins que vous, mais depuis longtemps. Bien sûr, vous le connaissez très bien. Beaucoup moins bien que vous, mais ça m'a passionné. Alors, ce qui m'a passionné aussi, c'est la réflexion sur l'être juif. On va en parler dans une même séquence. Sartre, vous allez développer, parce que ça passionne nos auditrices, nos auditeurs, ce matin sur Radio J, Alyosha Vadazovski, Sartre s'enthousiasme, c'est la réalité, comme d'ailleurs une grande partie de la gauche, y compris même le Parti communiste français, on l'a oublié dans les premiers mois, les premières années, il s'enthousiasme pour la création de l'État juif en mai 1948, tout à fait. Et donc pendant les années qui suivent, jusqu'au procès des blouses blanches, il est incontestablement un soutien actif dans la vie intellectuelle française et politique, on peut dire, de l'État juif, du jeune État juif. C'est un ami d'Israël, c'est un ami d'Israël. Oui. Et parallèlement, donc, il continue à développer, même si elles sont un petit peu antérieures, ces réflexions sur la phénoménologie de l'antisémitisme. Voilà. Est-ce que ça, c'est à mettre, selon vous, doublement à son actif, Alyosha Vadazovski? Alors, je pense que il est très important. Vous soulignez un point qui est très important, et on ne mesure pas aujourd'hui l'impact qu'ont eu les réflexions sur la question juive que Sartre a publié, qu'il a écrit entre 44 et 46. Oui, voilà. Il a accompagné la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la découverte de l'horreur de la Shoah des camps, et donc Sartre a été aussi un élément d'accompagnement de cette prise de conscience. Notamment, je vous donne 3 exemples, 3 réactions qui sont très importantes à des périodes différentes. Bernard-Henri Lévy, qui dit effectivement que Sartre, dans sa jeunesse à lui, a été un texte très très important, qui l'a permis aussi de prendre conscience des réalités de la situation de la question juive en Europe, en France notamment, comme pour Alain Finkielkraut également. Ouais. Un exemple précis que je vous cite, l'historien Pierre Vidal-Naquet, grand résistant, qui dit ceci: la lecture des réflexions sur la question juive a eu un effet d'enthousiasme immédiat. Ces mots firent sur moi un effet fulgurant, je le cite. J'étais en classe de philosophie et ce livre d'un philosophe avait quelque chose d'éblouissant. Troisième et dernier exemple, s'il vous plaît, juste parce que c'est très important, c'est Claude Lanzmann. Oui, c'est Claude Lanzmann, ça c'est fondamental. Voilà ce qu'il dit. On sait la relation avec Simone de Beauvoir et Sartre, évidemment. C'est un grand ami des temps modernes. Il dit ceci: j'ai marché autrement dans les rues. J'ai respiré autrement après avoir lu les réflexions sur la question juive. J'ai relevé la tête à partir de ce jour et je ne l'ai plus baissé depuis. Absolument. Je pense que ces témoignages montrent le rôle qu'a eu ce texte pour plusieurs générations d'intellectuels et de penseurs. C'est fondamental que vous ayez rappelé Claude Lanzmann. J'allais vous interroger, mais vous avez répondu à ma question par avant. Pardon. C'est très bien. C'est les très bons invités. Ils répondent par avance aux questions. Alors justement, d'après vous, si on prend Lanzmann, dans sa génération, les générations des gens plus jeunes, comme Bernard-Henri Lévy, de quoi ce texte philosophique, en grande partie, les a-t-il, selon vous, libérés? Alyosha Vadazovski, je rappelle que vous signez un Réhabilitons Sartre, qui est un essai magnifique de réhabilitation de l'auteur de L'être et le néant, dont on va fêter l'année prochaine les 120 ans de la naissance. Oui. Voilà. Rappelons par exemple que... Alors, de quoi Sartre libère-t-il les Juifs, clairement, au sortir du désastre et de l'extermination, de l'horreur absolue. De quoi Sartre libère-t-il les Juifs? Parce qu'il est le premier à avoir osé lever le tabou, c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy. Claude Lanzmann est né en 1925, donc 20 ans après la naissance de Sartre. Et c'est donc, effectivement, il accompagne une autre génération des plus jeunes. Parce qu'il y a une phrase qui est très très forte. Je cite, parce que, en fait, ce qui est intéressant avec Sartre, c'est que la question d'Israël l'accompagne à différents moments. Jusqu'à la fin de sa vie, l'espoir maintenant, c'est les derniers entretiens, l'année même de sa disparition, en 1980, avec Benny Lévy, qui est une sorte de retour au judaïsme, au messianisme. L'espoir maintenant. On va en parler après. Mais là, c'est vraiment l'antisémitisme. Voilà, l'antisémitisme. Il les libère du poids de la chape de plomb historique, multiséculaire, du regard antisémite qu'une partie des Européens, une partie bien sûr, a posé sur eux depuis longtemps. Oui, parce qu'en fait, il le fait en montrant que la philosophie que défend Sartre, l'existentialisme,
permet justement de se détacher de cet essentialisme martelé, martyrisé et impliqué, imposé par l'antisémitisme. Donc c'est un vrai combat contre l'antisémitisme, les réflexions sur la question juive. La conclusion du texte de Sartre est très forte. Pas un Français ne sera libre tant que les Juifs ne jouiront pas de la plénitude de leurs droits. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie. Voilà l'engagement. Donc, on a beaucoup critiqué les positions d'engagement de Sartre. Voilà un engagement qu'il dit, clair et net. Et je pense qu'il faut l'avoir aussi en tête lorsqu'on veut prendre toute la palette de pensée de Sartre. Éloquence ce matin au micro de Radio J de notre invité. Il est très intéressant, le philosophe Alyosha Vadazovski, qui réhabilite Sartre dans un essai événement chez Frémaux Associés. Alors, on a évoqué Israël. Son enthousiasme pour cette petite nation qui fait refleurir le désert contre toutes les armées arabes liguées contre elle au départ. Il y va après, il noue des amitiés, notamment avec Elie Ben-Gall. Qu'est-ce qu'il a aimé en Israël, Jean-Paul Sartre ? Je pense qu'il a aimé justement cette liberté qu'incarnait justement l'espoir d'Israël. Sartre est un penseur de la liberté, donc il est un penseur du mouvement, de la défense de cette nation, de l'État hébreu. C'est quelque chose qui est très important dans la philosophie de Sartre. Il dit qu'il a évidemment aussi été, vous l'avez rappelé, traumatisé, comme évidemment tous les gens de sa génération, par la Seconde Guerre mondiale, et donc la question de ses amis juifs l'a toujours accompagné, et il a toujours fait des temps modernes, justement, un espace de discussion, d'interaction, et il a permis d'enclencher, justement, des mouvements de pensée. Il ne faut pas oublier que la jeunesse et la gauche israélienne a été soutenue, évidemment, par Sartre dans ces différentes périodes, différents moments. Et donc ça, c'est très important pour Sartre d'avoir eu ce rôle-là. Alors, on vient à Benny Lévy, son secrétaire, fidèle lecteur, oui, qui accompagne ces dernières années et avec qui il va faire ce livre de dialogue, ce livre à 4 mains ou à 2 voix, L'espoir maintenant, qui marque, on le dit souvent, une sorte de tournant messianique dans la pensée de Sartre. Oui. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. D'accord. Mais quand même, un point noir, je suis obligé, c'est les attentats de Munich contre les athlètes israéliens en 1972. Exactement. Hélas, dans la vie intellectuelle française, il y a un débat, les esprits se divisent. Ne rappelons pas les termes du débat, mais il y a des gens qui semblent trouver des circonstances atténuantes aux auteurs de ce massacre antisémite ignoble. Et Jean-Paul Sartre en fait partie. Que s'est-il passé ? Alors, je peux vous lire effectivement qu'il publie un article dans La Cause du Peuple du 15 octobre 1972, à l'occasion de l'attentat de Munich horrible et odieux, dans lequel, justement, article... Sartre rend la police munichoise responsable de la catastrophe et dénonce l'hypocrisie des médias occidentaux. C'est possible, donc, mais bon, en même temps... Et c'est à la même époque, en tout cas, alors je ne refais pas évidemment l'histoire et j'acquiesce tout à fait dans votre sens, c'est à cette même époque aussi qu'il se tourne vers Elie Ben-Gall et qu'il défend une forme de judaïsme libre, moderne, de libre choix de l'existentialisme, en fait, de l'être juif en mouvement. Et donc ça, c'est très important, puisqu'il le fait avec Arlette Elkheim Sartre, sa fille adoptive, et avec Elie Ben-Gall. Donc il y a peut-être ici une manière très très difficile de résoudre cette question que vous soulignez, simplement montrons ici ensemble effectivement les aspects plus réjouissants qu'on peut mettre en avant sur la défense d'Israël par Sartre. Alors on termine sur Benny Lévy. Oui. Moi je l'ai connu, vous sans doute aussi, quand nous étions de très jeunes journalistes et intellectuels. C'était un esprit ardent, évidemment, il était entre-temps, comme selon la formule consacrée, passé de Mao à Moïse. Il avait fait sa teshuva, il a fait son tournant. Quand Sartre le connaît, pas encore, j'allais dire, ils vont le faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe entre eux ? C'est quoi l'alchimie intellectuelle qui se crée entre ce jeune juif égyptien marxiste et le vieux penseur de l'existentialisme français ? Qui devient d'ailleurs, n'oublions pas, Sartre devient aveugle à la fin de sa vie. Il a besoin d'un secrétaire pour plusieurs doublements, en fait, pour l'aider à lire et l'aider à penser. Très intéressant. Ce n'est pas du tout, sinon on se trompe, on ne comprend pas la relation entre Benny Lévy et Sartre. Ce n'est pas une relation de maître à disciple. Non. C'est une relation de fraternité, d'égalité. C'est évident. Et ça, c'est très important. Et on va dire que Benny Lévy, avec le tempérament qui est le sien, un tempérament de feu, avec une générosité, mais aussi un désir de convaincre, a eu... Vous pouvez développer sur cet aspect-là, cher Alyosha Vadazovski, ce matin. Il a eu une influence sur la pensée de Sartre. Il a eu un rôle très très important. Il faut aussi rappeler
que là, autre point très important à souligner, c'est que Sartre a toujours refusé les honneurs, a toujours refusé les récompenses, sauf le docteur honoris causa de l'université de Jérusalem. Absolument. Qu'il a accepté, et donc qui est un moment aussi très fort, très symbolique dans la... Alyosha, parlons clair. Et quand ils commencent à travailler ensemble, voilà, avec Benny Lévy, dans une relation qui n'est effectivement pas du secrétariat au sens le plus administratif du terme, c'est une évidence. Bon, bien évidemment. Il ne faut pas réduire le rôle de Benny Lévy. Ah non, aucunement. Enfin, Benny Lévy, il est juste au début de son cheminement qui va le faire... Je vais le dire avec mes mots, le faire sortir du matérialisme historique pour le faire se tourner progressivement vers une forme de messianisme juif. Oui, quelque part, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils le font ensemble. Oui, ils le font ensemble parce qu'effectivement, dans les années 70-72, Pierre Victor, qui était le nom en fait de Benny Lévy, a un rôle. Il est le directeur de la GP, donc il a un rôle effectivement engagé dans les fractions révolutionnaires. La GP, c'est la gauche prolétarienne. Voilà, exactement. La GP, voilà, c'est des mouvements post-68. Donc là, on est effectivement dans une sorte de radicalité. Et effectivement, Sartre est frappé de l'intelligence de Benny Lévy. Ils vont avoir des discussions passionnantes sur Lévinas, sur le messianisme, sur la question de l'autre et du visage. Il y a une nouvelle philosophie, la dernière philosophie. Bernard-Henri Lévy appelle ça la troisième, le dernier grand moment de Sartre. Années 80, ce sont des entretiens, des dialogues, des conversations amicales mais philosophiques avec, grâce à Benny Lévy, Sartre va revenir sur toute sa philosophie. Et il va essayer de la dépasser, d'aller plus loin. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que Benny Lévy a compris que Sartre n'était pas quelqu'un qui se reposait sur ses lauriers, qui était un maître qui voulait être honoré. C'est quelqu'un qui se remettait en question. Il a pensé le messianisme, l'éthique. En fait, il y a une nouvelle éthique sartrienne qui rencontre Lévinas. Et ça, c'est passionnant. C'est l'espoir maintenant. C'est le dernier texte de Sartre. Soyons clairs. Hein. Oui. Il est en train de rompre, sous l'influence de Benny, avec le progressisme, entre guillemets. Il est en train de voir autrement. Non, je pense, il est en train de voir autrement une sorte de philosophie de l'amour, philosophie de la fraternité, philosophie d'un autre monde aussi, philosophie théologique. C'est pas simplement une rupture, c'est plus que ça, c'est un mouvement vers autre chose. Et donc Benny Lévy va permettre à Sartre, en fait, de se questionner sur lui-même, de revenir sur cette philosophie. C'est pas un renoncement, mais c'est un dépassement. Voilà, un dépassement. C'est une Aufhebung, comme on dit chez les Hegeliens. Oui, tout à fait. Et pardonne-moi cette cuistrerie. Non, un dépassement. C'est un dépassement. Un dépassement, mais qui conserve ce qui a été dépassé. Exactement. Alors, dernière question, c'est passionnant. On est ce matin ensemble avec vous. Vous êtes philosophe, professeur des universités, Alyosha Vladesovsky, Réhabilitons Sartre, c'est votre essai événement aux éditions Frémaux Associés. Alors, justement, c'est très intéressant. Vous le lisez depuis longtemps, vous consultez son œuvre fébrilement depuis longtemps, vous avez consacré plusieurs ouvrages d'ailleurs à Sartre. Est-ce que vous êtes posé la question ces derniers jours, qu'aurait-il pensé de cet antisémitisme de masse qui se répand sur le sol européen ? Mais qui n'est pas de la même nature que celui qui l'a combattu, hein, on est bien d'accord. Absolument, mais malgré tout, Sartre aurait été bouleversé, choqué. Je voudrais simplement rappeler... quand est-ce que Sartre commence à devenir un écrivain engagé ? On a souvent dit que c'était pas pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'était bien après. C'est faux. On a fait un séminaire ensemble l'an dernier d'ailleurs là-dessus. Exactement. Ouais. Et je voudrais que tout le monde puisse lire ce texte qui est magnifique. Alors, on n'est pas dans la philosophie là, on est dans la littérature. C'est une nouvelle qui s'appelle L'enfance d'un chef, qui est écrite en 1938 et publiée en 1939 dans la NRF à l'époque. C'est un texte très bouleversant qui dénonce l'antisémitisme et la montée de l'antisémitisme dans l'entre-deux-guerres à travers un personnage odieux, abominable qui s'appelle Lucien Fleurier, qui est un anti-héros. Les gens n'ont pas compris ça au départ, mais quand on voit l'évolution de ce personnage qui est un monsieur tout le monde, un jeune français parmi d'autres, un français ordinaire qui sombre dans l'idéologie d'extrême droite, dans le fascisme et qui va à tabasser un juif dans la rue avec un groupe des Camelots du Roi, ce texte est choquant, bouleversant. Je le fais lire aux jeunes, je le fais lire aux étudiants. Vous savez ça, que c'est très important qu'on transmette ça. Ce texte de 1938, j'invite tout le monde à lire. C'est une nouvelle très courte, 120 pages. L'enfance d'un chef. J'aime beaucoup ce texte, j'en parle beaucoup parce que je pense que là, c'est exactement ce que Sartre répondrait aujourd'hui à cet antisémitisme odieux et qu'il combat de toutes ses forces. Notre excellent réalisateur Alan Lucas me fait des grands signes parce que nous sommes en train d'exploser le conducteur ce matin. J'en suis désolé. Vendredi. Non, c'est passionnant. Vous êtes tout pardonné. Merci. Réhabilitons Sartre aux éditions Frémaux et Associés. C'est votre biographie critique du grand penseur dont on va fêter les 120 ans de la naissance l'année prochaine en 2025. Merci Alyosha Vladesovsky d'avoir fait un tour par Radio J et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci Radio J.